Et nous venons de voir finalement le désir, que je n'ai pas marqué. Le désir, c'est donc sur les choses à venir. Le contraire du désir, c'est quand il y a une souffrance qui va arriver. Oui. Non, non, c'est pas la peur, c'est la répulsion. Regardez un enfant que vous nourrissez avec une cuillère d'un truc qu'il n'a pas envie, dont il n'a pas envie. Vous prenez la cuillère, la première cuillère, c'est toujours le test. Et donc, il ouvre grand la bouche parce qu'il vous fait confiance. Donc, hop, vous l'enfoncez, il goûte, là, il vous regarde parce que vous l'avez trahi, et là, il fait bleh. Hop, et voilà. Ça pourrait s'arrêter là. Il a exprimé le fait que voilà. Mais non, parce que vous êtes un parent tyran. Donc, vous reprenez ce qu'il vient de cracher là, et vous dites non, non, tu vas manger ça. Et là, une répulsion. Une tentative de fuite. On esquive la cuillère dans tous les sens. Ah, comme ça. On se tourne sur sa chaise. C'est des choses qui... Vous verrez quand vous aurez des enfants. Il faut développer des trésors d'inventivité pour que juste une cuillère de bouffe arrive dans la bouche, quoi. Et donc ça, c'est la répulsion. Avant un examen. Avant un cours, parfois. Pensez au cours de logique. Avant un cours, parfois, j'ai pas envie d'y aller. Non, ça va être nul. Je vais rien comprendre. Avant, je sais pas, des fêtes de famille. Oh, j'ai pas envie d'y aller. Oh, ça va être nul. Avant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez, votre réaction passionnelle qui est là. Ensuite arrive le bon moment, à savoir lorsque le bien sensible est présent. Et là, vous expérimentez du plaisir. Et alors c'est intéressant parce que parfois le plaisir n'est pas lié nécessairement au désir. C'est pas parce que vous avez désiré quelque chose que vous allez pouvoir éprouver du plaisir. Regardez par exemple, à nouveau je prends l'exemple de quand vous étiez enfant, la première fois qu'on vous a fait goûter un truc un peu sucré. Il faut voir la tête des enfants. Vous savez, vous leur donnez la première cuillère de compote. Ils passent du lait à la compote d'un coup, et là, il y a tout un monde qui s'éveille, quoi. Il y a quelque chose... Ça, ils en reveulent encore un petit peu, là, vous voyez, le plaisir qui vient. Donc c'est pas forcément lié au désir, vous voyez. Parfois, vous pouvez éprouver des plaisirs spontanés, soudains, voilà. Et le contraire, c'est que quand le mal sensible est présent, vous éprouvez de la tristesse, de la souffrance. Alors là, pareil pour les enfants, hein. Donc il vient de cracher son truc pour ne pas en avoir. Il essaie d'esquiver. Ce que l'enfant ne sait pas, c'est que, a priori, il ne va pas gagner dans la bataille qui l'oppose aux parents qui lui fait manger. Et donc le parent souvent termine en lui bloquant la tête, en disant si, tu vas manger. Comme ça. Et là, il ouvre la bouche et il fait voilà. Il manque de vomir, de s'étouffer 3 fois, etc. Bon, bref. Vous connaissez cette souffrance terrible que nous avons tous vécue quand nous étions enfants, de devoir finir notre assiette. Les parents essaient de développer des techniques absolument terribles de torture. Tu vas finir maintenant, tu vas finir au goûter, tu vas finir plus tard. Tu sais, la culpabilité, tu sais qu'il y a des gens qui meurent de faim et qui tueraient pour avoir ce truc. Toi, t'en as rien à faire, évidemment. Hein, c'est pas ça, parce que toi, tu es confronté à ta souffrance. La souffrance, j'aimerais juste m'arrêter sur ça. La souffrance, il y avait cette expression qui dit « la souffrance, c'est un monde ». En réalité, si vous éprouvez du plaisir ou si vous éprouvez de la souffrance, votre perception sensible du monde peut changer.
Pardon, j'ai pas mis le micro. Voilà. Ce sera peut-être plus confortable pour vous. Je pensais pas en fait que c'était ça, moi, avant de l'expérimenter. J'ai pendant 1 an et demi, en fait, j'ai eu des douleurs dans le dos et la jambe absolument abominables. Et c'était des douleurs constantes. C'était constant. Il n'y avait pas un instant tranquille, pas une position qui me soulageait, etc., jusqu'à une opération qu'il a fallu faire, un peu lourde. Et en fait, cette expérience-là m'a montré combien la souffrance ponctuelle, ça va. La souffrance chronique vous met un voile sensible sur le monde. Et vous vous mettez à voir tout matiné par cette souffrance-là. De la même manière pour le plaisir. Hein. Regardez les gens qui sont amoureux. Le monde est génial. Il pleut. Quand vous êtes amoureux et il pleut, vous pouvez danser sous la pluie. Quand vous avez mal ou quand vous souffrez et qu'il pleut, vous avez envie de vous buter. Vous voyez, l'expérience sensible vient colorer, matiner notre expérience globale en fait du monde. Notre expérience passionnelle. Et c'est très important de comprendre ça. Moi, vous voyez, depuis là, j'ai une grande compassion pour les personnes qui souffrent chroniquement. Vous voyez, les migraineux, les gens qui ont des maladies en fait, qui les font souffrir tout le temps. Et qui, attention, continuent de vivre. Vous voyez, on ne se rend pas compte, vous voyez, de la personne qui met du temps à monter dans le bus, qui est en train de se tenir, vous voyez, qui est en train d'essayer de monter, etc. Dans un premier temps, notre réaction pourrait être de dire putain, il nous fait perdre un temps fou, là, le gars, là. Mais on ne se rend pas compte. Pour elle, c'est peut-être un effort, mais colossal. Cette personne est en train de faire un effort colossal. Des personnes qui sont dépressives. On ne se rend pas compte du fait que se lever le matin pour une personne dépressive, mais c'est plus difficile que de buter un rhinocéros. Il faut se lever, alors que tout notre monde nous dit, enfin le monde tel qu'il nous apparaît, hein, nous dit « recouche-toi ». Ta vie est nulle, tu sers à rien, ça n'a aucun sens. Prenez tous les mots qui peuvent venir dans le cas d'une dépression. Dans le cas d'une rupture amoureuse, le monde s'effondre. Rupture amoureuse, rupture amicale, le monde s'effondre. Ce qui nous mettait dans la joie avant ne nous met plus dans la joie. Et donc on va essayer de s'évader. C'est intéressant, vous voyez, ce mot évasion. On essaye de s'évader. De quoi on s'évade? Normalement d'une prison. Et donc on va chercher des tentatives pour s'évader. Alors on va fuir dans les plaisirs. Tiens, c'est très étonnant. Quelqu'un qui souffre, qu'est-ce qu'il va chercher? À fuir dans les plaisirs. Pour ne plus vivre cette souffrance. Alors moi, pendant ma douleur de dos abominable, on m'a donné des calmants. Je voyageais, les amis. Hein. Je voyageais. Et même de manière un peu terrible, au fur et à mesure de l'année, je me disais, merde, je deviens accro. Ça a été une expérience terrible pour moi. Hein. Au moment où je me suis rendu compte que je devenais accro, j'ai décidé de me sevrer. Tout seul. C'était horrible. J'étais en position fétale dans mon lit, en train de trembler et transpirer comme un malade. Pendant 2 jours. Avoir mal comme jamais, tout simplement parce qu'en fait, on m'avait donné des antidouleurs qui, finalement, réglaient ma souffrance. M'empêchaient de penser à ma souffrance. Plus ou moins d'ailleurs, parce qu'en fait, ça marchait plus ou moins bien. Mais par contre, ça me rendait accro. Et oui, parce que la personne qui souffre et qui s'évade, eh bien malheureusement, cette évasion peut devenir une nouvelle prison. Regardez les gens qui fuient dans les jeux vidéo, qui fuient dans les substances, les drogues, qui fuient dans des relations, qui fuient dans le sexe, qui fuient dans les... Voilà, cette fuite peut devenir une prison.
Et donc vous voyez, dès lors qu'on est dans les passions humaines, on pénètre petit à petit dans la morale. Tout de suite, en fait, on commence à rentrer dans « Ok, quelle est la sagesse qu'il me faut pour mon agir ?» Et alors, je me suis fait engueuler, évidemment, par le médecin, qui m'a dit « Mais vous êtes malade d'avoir arrêté d'un coup. » Je lui ai dit « Mais vous êtes malade de m'avoir donné ces trucs. Vous êtes malade de m'avoir donné ces trucs. Je suis petit, moi je suis un pauvre homme. Hein. Et vous pensez qu'en me donnant ces trucs, je vais pas vriller ?» Il me dit « C'est vrai qu'il faut se méfier parce qu'il y a une accoutumance. » J'ai dit « Non mais vous êtes malade, vous ne m'avez même pas dit avant. C'est des antidouleurs, vous m'avez dit. Non, non, c'est pas des antidouleurs. C'est des dérivés de l'opium. Donc en même temps, il y a un moment où faut prévenir, quoi. Et vous voyez, en fait, ce genre de choses, il y a une sagesse humaine de la gestion de ses propres émotions. Alors, il n'y a pas que ces passions-là. Il n'y a pas que ces 6 passions-là. On en rajoute d'autres. Tandis que les passions qui regardent le bien ou le mal sous la raison de quelque chose de difficile appartiennent à l'appétit irascible, comme la crainte et l'audace. Donc tout à l'heure, vous savez, vous avez dit la peur. Hein. C'est là-dedans, la crainte. La crainte et l'audace en rapport au mal, l'espoir et le désespoir en rapport au bien. Les émotions, dans l'émotion, il y a la peur, l'audace, l'espoir, le désespoir. Une 5e, ça j'adore, une 5e est la colère, qui est une passion composée, d'où aussi elle n'a pas de contraire. Alors si vous voulez comprendre, on fait un deuxième petit tableau. Ça va pour celui-là ou pas ? Non, je vais le faire à côté. Vous faites un deuxième petit tableau. Irascible. Dans irascible, vous reconnaissez ira. Ira, dies irae, jour de colère, la colère. D'accord ? Irascible, les passions qui sont relatives à la colère. Donc, à nouveau, on fait le bien. C'est toujours le bien sensible, hein, c'est le même. D'accord ? C'est le même bien. La seule chose qui change, c'est que c'est difficile de l'atteindre, ce bien. Alors si le bien est possible à atteindre, regardez, quelqu'un qui vous dit « Je crois en toi, tu vas réussir ta licence. Je le sais. » En vous, il va y avoir un espoir. Un espoir qui va se passer. Regardez tous les discours américains dans les séries ou dans les films qui ont pour but de galvaniser des troupes. Cette liberté pour laquelle vous allez vous battre, c'est la vôtre, c'est celle de vos enfants, c'est celle de... Et nous pouvons vaincre. Et là, d'un coup, il y a une musique derrière qui sonne. Et donc, on est pris par une émotion, l'espoir d'atteindre le bien. Oui, c'est possible, on va y arriver. Ça, c'est l'espoir. Alors, c'est soit possible à atteindre, et si c'est par rapport au mal, c'est possible à vaincre. Là, par exemple, je vous mets un paquet de M&M's ici. Là, ici, là. Sur la table. Et je vous dis, celui qui arrive à me battre physiquement, il a droit au paquet de M&M's. Comme j'ai un physique plutôt de crevette, vous vous dites, c'est un mal. Certes, c'est un obstacle, mais il est facile à vaincre. Et donc, il va y avoir une émotion, une passion qui s'appelle l'audace.
On va se mettre à se dire, je suis capable de vaincre. Alors opposé à cela, oui, pardon. Oui, tout à fait. On fait une vraie différence. On fait une vraie différence dans la mesure où le courage, c'est une vertu. Dans le sens où c'est une disposition de votre crainte ou de votre audace. Alors par contre, quand malheureusement vous avez des gens qui viennent vous voir et qui vous disent « Tu n'as jamais rien réussi dans ta vie, donc tu vas pas réussir ta licence. Parce que globalement, tu es plutôt une merde. » Et ce, depuis que tu es né, en fait. Quand vous allez essayer d'entreprendre quelque chose de difficile, vous allez éprouver du désespoir. Du désespoir. En revanche, si entre le paquet de M&M's et vous, je dis alors, j'ai demandé à Teddy Riner de venir. Voilà. Vous avez le paquet de M&M's si vous affrontez Teddy Riner et vous gagnez. Là, donc en plus du désespoir, parce que vous allez vous dire non mais j'y arriverai jamais, se rajoute une crainte. Crainte de vous en prendre une par Teddy Riner. Vous regardez la taille de ses mains, il vous éclate la tête, en fait, je pense. Donc, espoir, audace, désespoir et crainte. Et il y a une passion mêlée, comme dit Thomas d'Aquin, qui s'appelle la colère. Pourquoi c'est une passion mêlée, la colère ? Parce que elle est à la fois en rapport au bien et à la fois en rapport au mal. La colère, elle est nécessaire pour atteindre le bien et pour combattre le mal. Alors je vous pose la question, est-ce que la colère est une mauvaise chose ? Ouais. Non, parce que c'est quelque chose de basique dans l'homme. Ouais. Oui. Vu qu'elle est le fruit d'une injustice, elle permet d'identifier l'injustice et de la régler. Alors, le fruit d'une injustice, vous êtes déjà dans la question morale. Les animaux ont de la colère. Hein. Attendez, là je vous parle de tout ce qu'un animal peut vivre. Hein. Toutes les émotions que je viens de vous décrire, les animaux le vivent. Ouais, dans le fond. Elle peut nous rendre plus forts. Elle peut vous rendre plus fort, ouais, oui. La colère en elle-même, elle n'est pas mauvaise, mais c'est la manière dont on va l'accepter. Ouais, super, très bien, t'as bien compris. La colère, c'est ce que t'as dit tout à l'heure. La colère, elle est bonne. C'est un bien. Si tu n'as aucune colère, tu ne peux pas vivre. Pourquoi ? Parce qu'il te faut de la colère pour te lever le matin. Tu t'en rends pas compte, hein. Mais quand le réveil sonne et que ton oreiller est l'équivalent d'une sangsue, eh ben, il y a un moment où il faut que tu dégages une énergie en toi, qui est une énergie de lutte. Et cette énergie de lutte, c'est la colère. Alors, t'inquiète pas, t'as pas besoin de tabasser ton oreiller pour t'en sortir. Ce qui est mauvais, c'est quand, on y viendra, la colère commence à prendre trop de place. Il fait qu'en fait, ça dépasse complètement ta capacité d'action. D'accord ? Ça, c'est possible que ce soit mauvais, mais on y viendra après. Mais aucune des émotions que je vous ai décrites n'est mauvaise. Elles sont toutes bonnes. Attention, je fais la contraposée de ce que je viens de dire. Il est bon de souffrir. Ah, c'est dur ça. C'est dur de comprendre ça. La tristesse est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose ? Ouais. C'est un peu comme pour le goût. C'est en
Non, 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 c'est un bon calcul, mais non. Ah, il faut être un peu triste de temps en temps, comme ça on est encore plus joyeux. Non, non, c'est pas dans ce sens-là que je dis que c'est bon. Je dis pas que c'est plaisant la tristesse, hein. Ouais. Parce que s'il n'y avait pas de tristesse, il n'y aurait pas de joie non plus. Ouais, c'est ce qu'a dit votre camarade. Vous êtes connectés tous les deux, hein. Mais c'est ce qu'a dit votre camarade. Non, c'est pas ça ce calcul-là. Ouais. D'évacuer le mal. Très bien. Redis. C'est un moyen d'évacuer le mal. C'est un moyen d'évacuer le mal. Oh, c'est beau ce que tu dis. C'est très beau. C'est un moyen d'évacuer le mal. C'est pas faux. Le bon terme, ce serait plutôt c'est un moyen de gérer le mal. Éprouver de la tristesse, c'est être capable de vivre avec le mal. Celui qui est incapable de vivre, d'éprouver de la tristesse, en réalité, soit il est pathologiquement atteint, soit il est devenu insensible. Et il y a des gens comme ça, qui à force de trop souffrir, en fait, n'éprouvent plus aucune joie non plus. Et n'éprouvent plus de tristesse. Vous voyez, il y a eu une espèce de surtension émotionnelle. Et notamment, il y a un remède naturel à la tristesse. Est-ce que vous savez lequel c'est? Le remède naturel, quand on est triste. Ouais. L'amour? Non, c'est beau, mais non. Ouais. L'alcool. L'alcool, c'est pas un remède naturel. La drogue, c'est pas naturel non plus. Ouais. Le suicide, c'est pas un remède. Non mais s'il y a un médecin qui vient vous voir, vous dites j'ai mal à la jambe, on va couper la jambe, non, vous allez pas le voir comme ça. C'est pas bon. C'est pas en supprimant le sujet que tu supprimes le problème. Hein. Ouais. L'espoir, non. Mais je comprends pourquoi tu dis ça. Mais non. Oui. Les larmes. Pleurer. Oh, qu'on n'aime pas pleurer dans notre monde. On préfère rire. Et donc on va développer du cynisme. Quelque chose nous rend triste, vaut mieux en rire. Notre pays part complètement en cacahuète. Il y a des viols de partout, vous vous rendez compte? C'est vachement drôle. Pleurer. Pleurer. C'est un remède naturel, c'est-à-dire que c'est très étonnant. Nos yeux se remplissent de larmes. Sachez que chez les autres animaux, c'est très rare, c'est très très rare. L'homme est capable de pleurer, c'est-à-dire de se laisser déborder émotionnellement par quoi? Par la tristesse. C'est ça, hein? C'est un lâcher-prise par rapport à la tristesse, de telle sorte que on l'expulse. Et notamment après avoir bien sangloté, vous vous sentez mieux. C'est une consolation naturelle. Si vous ne pleurez jamais, ça veut dire que vous ne vous consolez jamais. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est interdit de montrer cette émotion-là, de pleurer. D'une part parce qu'on est moche. Non mais je peux vous assurer, c'est aussi superficiel que ça chez certaines personnes. Hein. Je ne vais pas pleurer devant tout le monde. Oui, tu vas être moche. Ouais. Et d'autre part, c'est horrible de voir des gens qui vont pas bien. Il faudrait qu'ils aillent voir le médecin. Quelqu'un qui pleure, on va lui dire, ce serait bien que tu ailles voir quelqu'un. Non? Tu pleures, c'est bien. C'est si tu pleures plus du tout que tu devrais aller voir quelqu'un. Tu vois, quand il y a quelqu'un qui meurt dans ta famille et que tu pleures, t'as pas besoin d'aller voir un psy, c'est normal. C'est normal que tu pleures. Quand tu te fais larguer, tu te fais, comment dire, tu te fais trahir par quelqu'un, etc., c'est normal que tu pleures. Aller voir quelqu'un pour essayer de savoir les causes de pourquoi finalement je vais pas bien, mais ta gueule. Ça, c'est notre vieille tentative que la raison prenne le pas sur tout. On va rationaliser toute notre vie émotionnelle. Non. Au Moyen-Âge, par exemple, à l'époque de Thomas d'Aquin, hein, il pleurait tout le temps. Il pleurait de joie, il pleurait de tristesse. Quand il ne se voyait pas pendant 3 jours, il se revoyait,
ils pleuraient, ils se tombaient dans les bras l'un de l'autre. Oh là là, tu m'as manqué, voilà. Et il y avait une vie émotionnelle. On se représente le Moyen-Âge, vous savez, un petit peu à la manière du 19e siècle. Le 19e siècle, c'était vraiment un truc où on montre aucune émotion, parce que c'est protestant puritain, donc on montre aucune émotion. Voilà, sur les films, sur les photos, vous voyez personne qui sourit. Enfin, c'est un peu particulier. Bon, là, le sourire sur les photos, c'est Kodak et compagnie, mais il n'empêche. Vous voyez, c'est pas une ambiance très très marrante. Au Moyen-Âge, mais ça se marre tout le temps, et ça pleure tout le temps. C'est des gros sensibles. Mais vraiment des gros sensibles. Vous avez des témoignages, et que ce soit dans la noblesse ou dans le monde paysan, hein, tout le monde pleure et tout le monde se marre. Parce que l'émotion n'est pas moralisée. On ne dit pas c'est bien ou c'est pas bien. C'est comme ça. Nous sommes comme ça. C'est notre nature humaine. C'est comme ça. Là où ça devient grave, c'est si c'est excessif. Parce que dans l'excès, malheureusement, intervient la morale. Et s'il y a quelqu'un qui se met en colère et qui est complètement excessif par rapport à sa colère, oh, ça va pas. S'il y a quelqu'un qui pleure, qui est complètement excessif dans ses larmes, ça va pas. S'il y a quelqu'un qui rigole, mais au lieu de rigoler en faisant fait bon, vous dites, il y a un problème, quelque chose qui va pas. Vous savez, vous avez des personnes comme ça, qui, parce qu'elles rigolent, elles ont besoin de se faire entendre. Pas la peine. C'est bon. Tu peux rire sans que tout le monde soit au courant que ça te met dans la joie. D'accord ? Essayez de vous concentrer sur le cours, s'il vous plaît. Les ordis, il faudrait les supprimer. Je vous le dis, c'est pas pour vous, hein, c'est pas contre vous. Il n'y a absolument aucune condamnation morale. Mais ça ne vous rend pas service. Vraiment. Pour ceux qui ont une petite moralité, c'est-à-dire qui ne sont pas forts, qui ont ce qu'on appelle un vice de lâcheté, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de faire face à l'effort, l'ordinateur, c'est une catastrophe. L'ordinateur, le téléphone, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que vous avez trop de tentations, vous avez trop de trucs comme ça. Et donc, en fait, vous n'arrivez pas à suivre, en fait. Ça conviendrait bien si vous savez que vous êtes capable d'être maître de vous-même et que vous pouvez continuer à écouter et à vous concentrer. Ce qui est un effort. Hein, ce qui est vraiment un effort. Bon, je vous laisse à votre discernement. Voilà pour toutes les émotions. Elles sont donc ça c'est la première chose, elles sont bonnes. La deuxième chose, c'est qu'elles n'existent jamais seules. Là, je vous ai fait 2 beaux tableaux qui sont très jolis, mais jamais vous avez de l'amour seul, jamais vous avez de la tristesse seule, jamais vous avez de la colère seule. Elles s'entremêlent les unes aux autres tout le temps. Vous pouvez avoir un désir mêlé de crainte. C'est étonnant, ça. Le désir mêlé de crainte, souvent, hein, ou le désir mêlé d'espoir, c'est le sentiment amoureux. Vous voyez, très souvent, ce qui est éprouvé, c'est à la fois une crainte, à la fois un espoir et à la fois un désir. Et donc ça fait des comportements complètement absurdes. C'est-à-dire qu'on regarde l'autre tout le temps, il y a un désir, et en même temps, dès qu'il nous parle, on fait « Ah, il y a une crainte, vous voyez, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire ?» Et en même temps, il y a un espoir, c'est « Elle m'a parlé » ou « Il m'a parlé ». Oui. Qu'est-ce que vous mettez dans la case qui est vide Oui, c'est nécessité de. En gros, pour fonctionner, l'espoir et l'audace ont forcément besoin de colère. Pour manipuler quelqu'un, c'est très simple. C'est très très simple. Il suffit que vous augmentiez son désir au maximum et que vous détruisiez son espoir et son audace. En fait, pour être tout à fait précis, si vous voulez aller plus rapidement, vous détruisez sa colère. Vous augmentez son désir, vous détruisez sa colère. Et là, vous pouvez parfaitement la manipuler. Ce serait par exemple aberrant, je vous le dis, hein, c'est par exemple aberrant, heureusement ça ne se produit pas, qu'un gouvernement manipule son peuple en le faisant constamment culpabiliser quand il se met en colère,
et en augmentant au maximum les plaisirs accessibles. Ça, ce serait, vous voyez, du vice complet du gouvernement. C'est-à-dire que ça permettrait que, à chaque fois qu'il y ait une révolution ou qu'il y ait une contestation du peuple, eh bien, le peuple soit toujours coupable. C'est quand même scandaleux qu'ils se révoltent par rapport à leurs petites conditions de merde. Et vous vous rendez compte, si un peuple commence à casser des vitrines. Alors là, non. Hein. Ils ont brûlé des poubelles. Alors là, on condamne. Et on condamne fermement ce genre de choses. Alors que les mecs n'arrivent plus à bouffer, quoi. Ils peuvent se mettre un peu en colère. Mais pour empêcher la colère, c'est très simple. Vous allez leur donner des plaisirs accessibles. Facile. Du sexe facile. Il suffit de vous donner des allocations pour vous calmer. Il suffit de vous donner un petit peu d'argent. Allez, prends de l'oseille. Prends bien mon argent dans la gueule et tais-toi. Mais donc il y a toujours des passions mêlées et vous pouvez manipuler les passions. On le verra l'année prochaine, le semestre prochain, qui sera aussi l'année prochaine, parce qu'on travaillera tout ce qui est les relations toxiques et compagnie. Et ça, vous verrez, en fait, la manipulation passionnelle, elle se fait très rapidement, très facilement et très rapidement. Voilà pour les passions. La SNCF, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est qu'il bloque tous les trajets dans lesquels il y a un député, un ministre ou un président. Et il repère le train dans lequel est le gars, il déporte tout le monde sur un autre train, mais ce gars-là, désolé, il n'y a plus la place, c'est complet, on ne peut plus, désolé. Voilà. Là, il y aurait une contestation intéressante, vous voyez. Ou alors, la RATP bloque uniquement les arrêts, juste les arrêts, de l'Assemblée nationale, de l'Élysée, c'est comme ça. Hop, là, il n'y a plus personne qui débarque. Les taxis, ils vont plus à cet endroit-là. Les Uber, ils vont plus à cet endroit-là, etc. Tout le monde fait... On les laisse tout seuls, les gars. À partir de quel moment l'État a changé de... Est-ce que vous savez à partir de quand ils ont changé de comportement par rapport aux gilets jaunes? Parce que tant qu'ils bloquaient les ronds-points, les trucs comme ça, bon, l'État était tranquille. À quel moment ça a commencé à... Ouais. Quand ils ont attaqué l'Élysée, non? Quand ils ont attaqué la préfecture. Ils sont mis à attaquer les préfectures. Ils sont mis à arriver avec des tracteurs. J'adore, parce que quand les agriculteurs s'y mêlent, ça devient tout de suite très viril et très bourrin. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec des tracteurs, avec des remorques de lisier. Puis ils arrivaient devant, ils faisaient bélier avec leur tracteur. Alors la petite grille de la préfecture par rapport à un tracteur, tu m'as compris, hein, c'est les mêmes qui produisaient les tanks avant qui produisent les tracteurs aujourd'hui. Donc bon, on peut pas trop tester. Donc ils arrivent, paf, ils ouvrent, petite marche arrière, tac, 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 on ouvre la benne, comme ça, bonne soirée. Et ils y vont. Et là, le préfet prend son téléphone, ça chauffe sa mère, Emmanuel, là, il faut faire quelque chose. Là. Juste après, bonjour, nous allons bloquer les prix de l'essence et nous allons réfléchir à une revalorisation salariale, évidemment. Voilà. Le pouvoir s'inquiète que quand on s'en prend réellement au pouvoir. À partir du moment, quand la SNCF bloque les autres Français, le pouvoir, il dit « Oh, 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 génial, ils vont se mettre à dos tous les Français. » Vous voyez, donc la logique syndicale, elle est horizontale et elle est débile. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des partis ou des organismes politiques qui utilisent la colère? Par exemple, le nazisme utilisait la colère. Bien sûr, mais regardez, Mélenchon et Le Pen utilisent la colère. Hein. L'insatisfaction, la colère. Mais vous voyez, tout dépend de l'électorat auquel vous vous adressez. Le Pen, Zemmour et Mélenchon s'adressent aux jeunes. Donc il faut utiliser la colère. Macron parle aux vieux. Donc il faut utiliser l'apaisement, l'espoir, avec le désir. Voilà, faut être très rond, très simple. Et puis de temps en temps, on fait un feat avec McFly et Carlito pour montrer que quand même, on n'est pas un boomer complètement. Donc ça, c'est pour les passions. Il reste, évidemment, l'intelligence et la volonté que nous avons déjà un petit peu vu.
on va pas trop revenir dessus, si ce n'est sur la volonté. L'intelligence, elle est en fait c'est une faculté qui en nous veut saisir le vrai. Et la volonté, c'est une faculté en nous qui désire le bien. C'est aussi simple que ça. Donc c'est ce qui en nous réalise la définition du bien, hein, la volonté. Rappelez-vous, le bien, c'est ce vers quoi toute chose tend selon sa nature. En nous, ce qui désire le bien de manière absolue, c'est notre volonté. Ça fait que, et je vais vous distribuer ces 3 textes. Le premier texte est d'un certain Karol Wojtyła. Vous pourrez dire Wojtyła, je vous en voudrais pas, d'accord ? Qui était un philosophe avant de devenir pape, qui est devenu Jean-Paul II. En fait, il a arrêté d'écrire de la philosophie à partir du moment où il était pape, parce qu'il savait que ça pouvait prêter à confusion, et qu'en gros, il ne pouvait plus considérer qu'il était prof de philo. Ce que je trouve assez sain comme assez sain, S-A-I-N, comme comportement. Et il déclare que l'homme est une personne. L'être humain est une personne. Nous avons défini l'être humain comme un animal raisonnable. Et en fait, Karol Wojtyła va donner une définition qui n'est pas la sienne, et on va le voir. Et cette définition va aller plus loin que simplement l'animalité raisonnable. De là vient la définition bien connue de Boès. Boès est un gars du Moyen-Âge, 5e siècle. Je crois 5e siècle, je vérifierai, je crois que c'est ça. Selon laquelle la personne est un individu de nature raisonnable. Individua substantia rationalis naturae. Alors vous allez voir que justement, il y a un petit manque chez Karol Wojtyła. C'est ce qui, au sein du monde des êtres objectifs, distingue la personne et constitue sa particularité. Parmi tout ce qui est autour de vous, il y a quelque chose qui vous distingue. Et c'est le fait que vous êtes une personne. Alors justement, on va regarder ce que dit Boès. Parce que si Karol Wojtyła il se revendique de Boès, on va regarder ce que dit Boès. C'est pourquoi, si la personne est dans les seules substances et dans celles qui sont rationnelles, et si toute substance est une nature établie, non pas dans les universels, mais dans les individuels, on a trouvé la définition de la personne. Substance individuelle de nature rationnelle. Mais nous avons par cette définition déterminé ce que les Grecs appellent hypostase. Alors, je vous annonce tout de suite que le terme de personne servait à désigner d'abord, est-ce que vous savez ce que ça désignait ? Persona, ça désignait les masques de la tragédie. Mais il va falloir attendre Boès, alors que Boès essaye de définir quoi ? Est-ce que vous savez ce que Boès essaye de définir ? Ouais. L'individu, non. Ouais. La nature de l'individu, non plus. Boès s'en fout de l'homme. Ouais. La substance, non plus. Ouais. Dieu. Il essaye de définir Dieu. Et il dit, attention, Dieu, chez les chrétiens, il y a un seul Dieu, mais il y a 3 manifestations, 3 trucs, 3 bidules, 3 machins
à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Boès va dire, attendez, ce sont 3 personnes, 3 hypostases. Et comment je définis personne? C'est des substances individuelles de nature rationnelle. Or, que vont faire les philosophes et les théologiens chrétiens? Ils vont dire, regardez, substance individuelle de nature rationnelle, ça marche pour la Trinité, ça marche pour les anges, et ça marche pour l'homme. L'homme est donc une personne, une substance individuelle de nature rationnelle. C'est l'origine du concept d'individu. Comprenez bien, chez les Grecs, il n'y a pas de notion d'individu. Il n'y a pas de notion d'individu. Il y a une notion de citoyen, il y a une notion de tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de notion d'individu. Avec la personne, il y a l'idée que toute personne, tout individu, si je puis dire, est une substance de nature rationnelle. Et ça entraîne une conséquence, et c'est le dernier texte, du fait que la personne est un individu de nature raisonnable, c'est-à-dire un individu chez qui la raison fait partie de la nature, c'est ce qu'on a vu là pendant des heures là. Elle est en même temps dans le monde des êtres un sujet unique en son genre, entièrement différent de ce que sont par exemple les animaux, les autres animaux. Êtres relativement les plus rapprochés de l'homme par leur constitution physique, surtout certains d'entre eux. En termes imagés, nous pourrions dire que la personne en tant que sujet se distingue des animaux, même les plus accomplis, par son intériorité où se concentre une vie qui lui est propre. Sa vie intérieure. L'animal, à proprement parler, n'a pas ce qu'on pourrait appeler de vie intérieure. Il a des processus vitaux, il a de la sensation, il a des sentiments, mais pour l'homme, il y a une vie intérieure. Comment elle s'exprime, cette vie intérieure? On va le voir. On ne peut en dire autant des animaux, quoique leurs organismes soient soumis à des processus biophysiologiques semblables, et il y a une constitution plus ou moins rapprochée de celle de l'homme. Cette constitution permet une vie sensorielle, plus ou moins riche, dont les fonctions dépassent de loin la vie végétative élémentaire des plantes, et ressemblent parfois à s'y méprendre aux fonctions particulières de l'homme, à savoir la connaissance et le désir, ou en termes plus généraux, la tendance, l'appétit. Chez l'homme, la connaissance et le désir prennent un caractère spirituel. Et là, vous voyez, là on atteint la raison de la philosophie morale. Puisqu'en l'homme, il y a une dimension de connaissance par l'intelligence et la volonté, qui vient irriguer toutes les facultés humaines, alors finalement, il y a une dimension de vie en l'homme qui est éminemment rationnelle et volontaire. Et c'est ce que l'on appelle la vie intérieure. Contribue ainsi à la formation d'une véritable vie intérieure, phénomène inexistant chez les animaux. La vie intérieure, c'est la vie spirituelle. Elle se concentre autour de quoi? Et attention, là on y est, là on plonge complètement dans la philosophie morale. Elle se concentre autour du vrai et du bien. L'animal s'en fiche du vrai, l'animal s'en fiche du bien. Il n'y a que pour l'homme où ces valeurs, j'aime pas le mot valeur, où ces réalités ont une importance et ont une importance constitutive de son agir.
Or, nous avons défini le bien. Nous avons défini pendant l'introduction le vrai. Reste maintenant à voir comment l'homme investit ce vrai et ce bien. Voilà pourquoi, après cette longue partie où nous avons vu la nature humaine, pour définir quel était son bien, nous allons voir la liberté, la moralité, et enfin, le bien de l'homme. À la semaine prochaine. Merci beaucoup aux tipeurs de ce mois-ci qui sont Telos, Louis, A, juste la lettre A, donc voilà, PG et P Bison, ça me va droit au cœur, merci pour ce soutien, c'est à la fois hyper valorisant pour le travail que je fais, et en plus, vraiment c'est hyper généreux de votre part, donc merci du fond du cœur, et puis à très bientôt. J'oubliais pour la contrepartie qui consiste à vous envoyer mon prochain livre, sachez qu'il va sortir début juin, donc ce n'est pas possible encore pour le moment, mais je vous recontacterai, et notamment pour avoir votre adresse pour pouvoir vous envoyer le livre qui va sortir début juin. À très bientôt. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. La vidéo est déjà terminée, il te faut reprendre le large, mais avant de monter dans ta barge, abonne-toi à FMP. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Commentez, partagez, signalez qu'on a aimé, sont les activités d'un moussaillon bien éduqué. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Voici ta mission, si tu rejoins le club des fripons, car s'abonner à FMP, c'est accepter de ferrailler. Couler les hypocrites, embrocher les menteurs, canonner leurs acolytes et corriger les erreurs. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. La vidéo est déjà terminée, il te faut reprendre le large, mais avant de monter dans ta barge, abonne-toi à FMP. Abonne-toi Fripounet, hisse la grand voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Abonne-toi Fripounet, hisse la grand voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP.